Regarde où nous en sommes. Quelque chose nous attire. Aujourd'hui, le centre de gravité de l'humanité est coincé entre deux niveaux. Le niveau mythique, basé sur les règles, l'ordre, l'identité, et le niveau mental, plus rationnel, scientifique, analytique. Et ça se voit. Environ la moitié du monde fonctionne encore avec ces deux visions-là. En Europe et aux États-Unis, on a globalement atteint le niveau mental. Et une société qui s'y installe pousse les individus à s'y conformer. Mais elle résiste aussi à tout ce qui veut aller plus loin. C'est normal, chaque système cherche à se maintenir. Pourtant, on arrive à un point de bascule. On a épuisé les ressources, déréglé le climat, creusé les inégalités, et face à cette peur, certains veulent revenir en arrière. Plus d'ordre, plus d'autorité, plus d'identité, plus de contrôle. C'est une tentation mythique classique. Revenir au niveau précédent quand le présent semble ne plus tenir. Mais l'histoire montre quelque chose d'assez simple. On ne résout jamais une crise majeure en régressant, ni en s'accrochant au niveau actuel. On avance en accédant au niveau suivant. Et pour ça, il faut abandonner certaines croyances devenues obsolètes et en adopter de nouvelles, capables de répondre au monde tel qu'il est devenu. Alors je te pose une question. Quelles croyances faudrait-il laisser derrière nous et lesquelles pourraient guider le prochain stade de notre développement collectif? Avancer, ce n'est pas renier. Chaque société a appris à conserver ce qui fonctionnait et à abandonner ce qui devenait inadapté. Une société qui a traversé le stade magique ne renonce pas aux liens familiaux ni aux rituels communautaires, elle les intègre. En passant par le stade mythique, elle ne rejette pas les règles ni les institutions nécessaires à l'ordre social. Et lorsqu'elle atteint le stade mental, sa conscience devient plus autonome et plus rationnelle. On n'obéit plus par peur ou par tradition, mais parce qu'on en comprend le sens et les bénéfices collectifs. Si cette société veut maintenant aller au-delà du mental, elle doit s'appuyer sur ses acquis. La rigueur de la rationalité, la fiabilité de la science, la protection de l'état de droit, la reconnaissance des libertés individuelles, l'acceptation du pluralisme. Vois ce qui limite encore les tensions, les paradoxes. Notre société est rationnelle, moderne, efficace. Et pourtant, quelque chose ne tourne pas rond. La croissance économique est censée apporter progrès et prospérité, produire plus, consommer plus, mais cette croissance infinie se heurte à un monde fini et vulnérable. Nous épuisons les ressources, nous dégradons les écosystèmes. Le progrès matériel menace désormais les conditions mêmes de la vie. Nous n'avons jamais eu autant de liberté de choix, produits, carrières, relations, mais cette abondance génère souvent anxiété et regret, la peur de se tromper. Plus de choix, mais moins de paix intérieure. La technologie promettait de nous libérer du temps, mais elle nous rend plus pressés, plus sollicités, plus dispersés, toujours connectés, toujours joignables. L'efficacité s'accompagne d'une surcharge mentale permanente. Les réseaux sociaux promettaient plus de liens, mais beaucoup ressentent plus de vide relationnel, plus de comparaison et plus de solitude. Hyper connectés, mais profondément déconnectés. Prends conscience des croyances. Les paradoxes de notre société reposent sur des croyances devenues si familières qu'on ne les voit plus. La croissance infinie? Dans un monde fini. La nature n'est pas une réserve inépuisable, et l'humain n'est pas séparé du vivant. Cette croyance est même écologiquement suicidaire. Plus de biens, plus de bonheur? Malgré la multiplication des choix, des objets, des options, le bonheur n'arrive pas, alors on court encore plus, jusqu'à l'épuisement et l'embarras du choix. Le progrès technique entraîne forcément un progrès humain? Oui, le progrès moral, émotionnel, politique, sans parler de notre temps et de notre charge mentale. Même les réseaux sociaux reposent sur cette croyance. Oui, il y a des potentialités, mais aussi des effets massifs. Solitude, déconnexion, addiction, polarisation, surinformation, désinformation, manipulation, haine. Les croyances façonnent le réel. Nos croyances économiques ne sont pas neutres. Elles soutiennent un modèle fondé sur une idée centrale. La monnaie est créée principalement par le crédit, qu'il concerne les ménages, les entreprises ou les États, et toujours avec de la dette. Pour rembourser cette dette, intérêt compris, il faut plus d'activité demain qu'aujourd'hui. Cela pèse sur les prix, les impôts et l'ensemble de l'économie. Résultat, une dépendance structurelle à la croissance. Les entreprises doivent produire toujours plus, innover plus vite, vendre davantage, souvent en cherchant des débouchés toujours plus lointains, au détriment du vivant, des territoires et du lien social. D'où la pression permanente pour stimuler la demande, notamment par la publicité. Quand la croissance ralentit, les crises apparaissent. Chômage, austérité, spéculation. Puis la machine repart jusqu'à la prochaine crise. Regarde comment nous décidons. Nos démocraties sont le fruit de combats historiques majeurs. Elles ont permis de réelles avancées. Et pourtant, de plus en plus de citoyens ont le sentiment que voter ne change rien. Vote blanc, abstention, vote utile par défaut. Alors une question s'impose. Si nous vivons en démocratie, pourquoi avons-nous le sentiment de ne plus gouverner?
On confond souvent démocratie et élection, mais ce n'est pas la même chose. L'élection délègue le pouvoir politique à quelques-uns et éloigne le peuple de la participation quotidienne. Or, la démocratie, c'est le pouvoir exercé par le peuple. Et ce n'est pas le seul paradoxe. La Constitution limite le pouvoir, mais elle est écrite par ceux qui l'exercent. Comment définir sincèrement les limites de son propre pouvoir? Nos assemblées sont socialement homogènes, peu représentatives de la diversité réelle, pourtant, elles prétendent incarner l'intérêt général. L'élection est censée sélectionner une élite au service de tous. Alors pourquoi observe-t-on corruption, abus de pouvoir, mensonges? Observe les croyances à l'œuvre. La politique serait trop complexe pour être exercée par les citoyens eux-mêmes, comme si déléguer le pouvoir à des experts allait de soi. Participer à la démocratie, ce serait avant tout voter, comme s'il fallait choisir des représentants, puis se retirer de la décision collective. L'élection garantirait à elle seule la légitimité du pouvoir, comme si être élu suffisait à bien gouverner. Une élite rationnelle serait naturellement capable de décider pour l'intérêt général, comme si elle était exempte de biais. Enfin, une croyance plus profonde encore. Mieux vaudrait un pouvoir stable qu'un pouvoir réellement partagé, comme si cela nous protégeait du chaos. Vois ce que les croyances produisent. Notre liberté de parole se résume souvent à un vote tous les 5 ans. L'élection ne sert pas d'abord à faire participer les citoyens, elle sert surtout à légitimer ceux qui gouvernent. Nous ne choisissons pas librement nos représentants, nous choisissons parmi des candidats déjà sélectionnés par des partis dont l'objectif principal est la conquête du pouvoir. Leurs dirigeants deviennent des élus de carrière, des professionnels de la politique, qui finissent par représenter les logiques du système électoral et des partis, bien plus que les citoyens. Dans ce contexte, maintenir une image positive devient une condition de survie politique, souvent au détriment de la vérité. Les campagnes coûtent cher, très cher. Ceux qui sont élus deviennent dépendants de ceux qui les ont financés. Peu à peu, le pouvoir politique se synchronise avec le pouvoir économique. Regarde aussi comment nous vivons le travail. Dans notre modèle politico-économique, le travail est érigé en valeur centrale. Il est censé nous émanciper, mais nous y sommes surtout contraints. Nous travaillons pour subvenir à nos besoins, par peur de manquer, par peur de déchoir socialement, par peur du chômage, véritable sanction moderne. Le travail nous permet de contribuer à la société, mais parce que l'emploi est survalorisé, nous finissons par craindre de ne jamais en faire assez. Alors nous sacrifions notre temps au travail, et ce temps sacrifié, nous cherchons à le compenser par la consommation. Mais en consommant, nous alimentons un système qui exige toujours plus de production, donc toujours plus de travail. Une spirale parfaitement rationnelle et profondément absurde. Alors dites-moi, n'avez-vous jamais eu l'impression d'être enfermé dans cette prison dorée qu'est la société du travail et de la consommation? Observe ce qui nous enferme. Pourquoi acceptons-nous les paradoxes du travail? Parce que nous croyons que le travail nous rend libres. Mais la dépendance au salaire est une dépendance aussi, et beaucoup travaillent sans autonomie réelle. Nous disons qu'il faut gagner sa vie, comme si la vie devait se mériter. Alors dis-moi, que vaut une vie qui ne gagne pas sa place? Nous avons appris que notre valeur dépend de notre utilité, que le repos est suspect, que le chômage est une faute. Alors, le burn-out devient une médaille cachée. Le chômage serait un échec personnel, alors qu'il est souvent systémique, économique et parfois politique. Nous attendons du travail qu'il nous nourrisse, nous définisse, nous donne une place et un sens. Mais quand le travail ne remplit plus tout cela, est-ce vraiment le travail qui échoue? Ou les croyances que nous projetons sur lui? Vois ce que ces croyances créent. Qu'est-ce que le monde du travail aujourd'hui? C'est un monde de compétition, avec la menace permanente du chômage. Un monde de stress, sous couvert de nouvelles méthodes de management. Un monde où la productivité progresse, pendant que la convivialité recule. Et surtout, un monde de perte de sens. Des tâches morcelées, répétitives, déconnectées du résultat final. Parfois utiles, parfois absurdes, parfois même nuisibles à la société. Nous produisons pour consommer, nous consommons pour tenir. Et nous devons travailler toujours plus pour financer un système qui nous épuise. Dans cette société, le travail est devenu une obligation morale. Il décide de notre utilité sociale,
de notre reconnaissance et souvent de notre estime de nous-mêmes. Chaque réponse amène de nouveaux défis. Ne vivons-nous pas, en réalité, le paradoxe du progrès? Chaque avancée majeure de l'humanité résout des problèmes anciens, mais en crée de nouveaux. À chaque stade de développement, nous dépassons certaines limites et nous en produisons d'autres, souvent plus complexes, plus diffuses, plus difficiles à penser. Le passage à la société industrielle a permis de sortir de la rareté, mais il a aussi engendré la pollution, l'exploitation du travail et des inégalités massives. La société de l'information a ouvert un accès inédit à la connaissance et à la communication. Mais elle génère aujourd'hui surcharge cognitive, désinformation, fragmentation sociale. Et il en va de même pour le développement individuel. Chaque étape nous structure, nous stabilise, nous protège, mais finit aussi, à un moment, par nous limiter. Va à la racine, regarde comment tu penses. D'où viennent nos croyances sur l'économie, le travail, la démocratie? Elles reposent sur des croyances plus profondes. Des croyances que nous prenons pour des évidences. Seul ce qui est mesurable serait réel? Pourtant, l'expérience intérieure, émotion, sens, conscience, fait partie intégrante de la réalité. Tout devrait être pensé uniquement en termes de fonction dans le système? Mais chaque être est aussi un centre d'initiative, un tout dans le tout. La science serait la seule forme de connaissance valable? Or, la science ne dit rien du sens, ni des valeurs, ni de la direction de nos actions. La raison serait neutre et objective, alors que nos décisions sont traversées par nos émotions, nos biais, notre histoire? Et enfin, une illusion majeure, la neutralité serait possible. Toute société repose sur des valeurs implicites. Les masquer empêche un véritable débat démocratique. Alors une question se pose. Quelle nouvelle croyance, plus adaptée au monde inédit que nous vivons, pourrait remplacer celle-ci? Même ton esprit a ses limites. Notre esprit peut-il nous jouer des tours? Nous aimons croire que notre raison est neutre, logique, objective. Mais en réalité, notre cerveau utilise des raccourcis souvent utiles qu'on appelle biais cognitifs. Et parfois, ils nous limitent. Par exemple, le biais de confirmation. On cherche surtout ce qui confirme déjà ce qu'on croit et on ignore le reste. Le biais d'ancrage. La première information qu'on entend influence toutes les suivantes. Le biais rétrospectif. Après coup, on se dit « je le savais depuis le début », alors que non. Et le biais de groupe. On adopte des idées, non parce qu'elles sont justes, mais parce qu'elles sont partagées. Sans oublier le biais de récence. Ce qui est récent paraît plus vrai, plus important, plus évident. Alors non, notre raison n'est pas mauvaise, mais croire qu'elle est totalement objective, c'est peut-être l'un de ses plus grands biais. Mais le mouvement continue et il commence en toi. As-tu, parfois, le sentiment que notre modèle de société a longtemps fonctionné, mais qu'aujourd'hui, il crée plus de problèmes qu'il n'en résout? Face à ça, on fait souvent la même chose. On cherche à réparer le système avec les mêmes façons de penser qui l'ont produit. Mais faire plus de la même chose est souvent la meilleure manière de réussir à échouer. Tous les grands bouleversements de l'histoire ont commencé au même endroit, dans l'intimité des consciences. Quand des individus changent leur manière de penser, de percevoir le monde, ils créent peu à peu un nouveau courant dominant. Les institutions ne changent pas d'elles-mêmes. Elles évoluent quand suffisamment d'individus ont déjà changé à l'intérieur. C'est pourquoi le véritable changement est d'abord intérieur, avant de devenir collectif. Et toi, es-tu prêt à opérer en toi les changements que tu aimerais voir advenir dans le monde ?